La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Cette semaine, nous recevons un des acteurs romans majeurs de l'approvisionnement en électricité. Il n'y a pas fait toute sa carrière, mais presque, puisque ça fait 20 ans qu'il y travaille. Je parle du directeur de l'énergéticien fribourgeois Groupe E. Jacques Moron est avec nous aujourd'hui dans B2B. Bonjour Jacques Moron. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Il y a quelques mois, c'était en décembre dernier, nous recevions Christian Petit, directeur général de Romans d'énergie, et nous parlions de son engagement pour le climat, de l'éveil aussi de sa conscience climatique. Et il nous expliquait que c'était en fait une pause entre deux postes qui lui avait permis de s'intéresser à cette thématique, à lire des ouvrages de référence. Il citait notamment Printemps silencieux d'une biologiste américaine, Rachel Carson. On discutait aussi du fait que la génération dont il est issu n'a pas eu d'éco-éducation. Vous, à quel moment, Jacques Moron, de votre vie, avez-vous vraiment pris conscience que c'était une thématique cruciale ? Alors, directement à la sortie de mes études, je suis passé directement dans le domaine de l'énergie. Et cette notion des cycles longs dans l'énergie, elle est extrêmement importante. Elle est au cœur, finalement. Les investissements qu'on réalise sur les ouvrages de production sont... Vous étiez à l'EPFL, hein ? J'étais à l'EPFL, effectivement, ici à Lausanne. J'ai fait des études de physique et je suis directement rentré dans la branche de l'énergie à la sortie. Et finalement, cette notion de durabilité, on est sur des investissements de 40, 60, 80 ans systématiquement. Elle pose la question des changements qui se passent dans ces périodes. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une accélération des changements, une accélération de l'empreinte qu'on a sur notre environnement finalement. Et je pense qu'on prend gentiment conscience qu'on ne va pas pouvoir continuer de cette manière-là, simplement en puisant les ressources de la planète. Aujourd'hui, on doit se diriger vers des modèles qui soient durables, au risque simplement de ne pas être durables nous-mêmes. Mais quand vous commencez vos études, vous avez déjà en tête la vision, il faudra faire quelque chose pour l'environnement, parce qu'à l'époque, ce n'était pas forcément encore un grand thème. Non, je pense qu'effectivement, je n'avais pas forcément plus que d'autres cette attirance et ces questions sur la durabilité. Oui, une certaine sensibilité par rapport à ces questions. Je suis beaucoup en nature, j'allais beaucoup en montagne avec mon père, des choses qui rapprochent finalement de notre nature. Une sensibilité qui est là, mais pas forcément un engagement fort dans le domaine de l'environnement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus des questions rationnelles qui me poussent à avoir cette sensibilité-là finalement. Objectivement, on ne peut pas continuer comme on le fait aujourd'hui. Cette connexion à la nature, c'est votre père qui vous l'a enseigné, entre guillemets ? Je pense qu'il a joué un rôle important, effectivement, pour moi, dans cette approche de la nature. En même temps, dans une famille, on était 4 garçons, on était toujours à l'extérieur, toujours en train d'être dehors aussi. Vous avez grandi à la campagne ? J'ai grandi dans un village qui s'appelle Marly, à côté de Fribourg. C'est pas vraiment la campagne, mais où le temps passé à l'extérieur était essentiel et on a beaucoup passé de temps en montagne avec mon père. Et effectivement, ça m'a aussi rapproché de ces questions d'environnement, de nature finalement. Aujourd'hui, vous marchez toujours. En Valais, vous aimez aller voir l'évolution des glaciers du Haut-Valais. Ce réchauffement climatique, vous avez pu le constater depuis que vous faites ces balades ? Je vois que vous êtes bien renseigné. Non, effectivement, je vais régulièrement en montagne et est-ce que j'ai la chance de pouvoir aller une fois par année en Haut-Valais, un endroit où Groupe E possède des ouvrages de production. Et ce qui est impressionnant dans les dernières années, c'est que c'est plus des évolutions sur le long terme. Je me rappelle quand j'étais avec mon père qui m'expliquait à l'époque, le glacier venait jusqu'ici et puis aujourd'hui, il est plus loin. Aujourd'hui, si on va se promener année après année, on voit ce recul de manière importante. Les glaciers suisses ont perdu 10% de leur volume en 2 ans. C'est impressionnant. On a une accélération du mouvement et aujourd'hui, on le voit. Et en Suisse, pour ça, on a cette chance aussi, parce qu'on arrive à le voir. C'est matériel, c'est pas seulement une impression. Il fait chaud, il fait moins chaud, il pleut différemment. Non, on voit le recul de nos yeux et donc
aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Et c'est vraiment un ressenti qui est assez impressionnant. C'est quand je vais voir le glacier d'Aletsch, par exemple, la plus grande langue glaciaire des Alpes, qui va probablement disparaître d'ici la fin du siècle. J'ai un peu l'impression d'être dans un hôpital au lit, au chevet d'un malade, finalement. Et c'est une impression qui est particulière et sur laquelle ça me questionne. Et ça me questionne dans ce que je peux faire au quotidien en tant que personne pour changer cette situation. On reviendra sur ce qu'on peut faire dans la deuxième partie de l'émission. Restons avec vous et votre portrait. Vous avez passé, je l'ai dit en introduction, plus de 20 ans au sein de Groupe B. Comment c'est possible? C'est un plan de carrière ou c'est vraiment un hasard que vous y soyez toujours? Alors, à la sortie de mes études, j'étais dans 4 entreprises énergétiques différentes sur des durées relativement courtes, de 2-3 ans. Peut-être que quand je suis arrivé chez Groupe E, j'ai trouvé l'endroit où je me sens bien finalement. Une société qui est à taille humaine, qui est relativement grande pour une société en Suisse, mais à l'échelle européenne, ça reste une toute petite entreprise. Aujourd'hui, Groupe E, c'est 2600 personnes. Mais une entreprise, finalement, qui est très consciente de son rôle sur la durabilité. Une entreprise dans laquelle l'ambiance de travail est aussi très agréable, beaucoup de respect entre les personnes. Des personnes qui travaillent avec une conscience professionnelle qui est forte dans l'ensemble des domaines, que ce soit dans le domaine du réseau électrique, dans le domaine de la production, dans le domaine des services, dans le domaine de la chaleur aussi. Des personnes qui sont très conscientes de leur rôle par rapport à la société, de ce rôle. C'est la mission qui vous fait rester. Oui, clairement. C'est la mission et l'ambiance dans laquelle ça se passe finalement. Oui. Une expérience hors de nos frontières, ça ne vous faisait pas envie? Vous n'avez pas eu l'occasion? C'est pas présenté? Ça m'a pas vraiment attiré. J'ai eu l'occasion, alors j'ai travaillé à Lausanne, j'ai travaillé à Lucerne, j'ai travaillé à Berne. En dehors du canton de Fribourg. Dehors du canton de Fribourg. C'était mon premier travail au sein même du canton de Fribourg, mais sur une activité qui est orientée aujourd'hui sur toute la Suisse romande. Mais j'ai aussi eu la possibilité dans mon parcours de changer. Ça fait pas 20 ans que je fais la même chose. J'étais engagé comme responsable de la partie approvisionnement en électricité, un domaine très intéressant et d'autant plus actuel aujourd'hui. En 2012, j'ai été nommé directeur du réseau électrique de Groupe E. Et puis j'ai été nommé directeur général en 2019. Donc, j'ai eu plusieurs vies au sein de Groupe E. Quel type de leadership adoptez-vous dans votre jeunesse? Vous avez fait du cyclisme à très haut niveau, membre de l'équipe junior suisse. C'est un sport qui est dur. Et le sport de haut niveau, on sait que c'est vraiment un effort très, très important dans la douleur physique pour atteindre l'objectif. C'est votre philosophie de manager? Non, je ne crois pas que je sois un manager dur en soi. Ce que m'a appris le cyclisme, c'est probablement la capacité à se dépasser, la capacité à en faire plus finalement. Et ça, oui, ça m'est utile dans la vie de tous les jours. Non, je pense dans le management, ce sera plus le côté équipe, d'une équipe cycliste finalement. J'ai besoin d'être proche du personnel. Je suis en train de faire en ce moment ce qu'on appelle un roadshow. Je me déplace, je fais 15 sessions dans toute la Suisse occidentale pour rencontrer les collaboratrices, collaborateurs, pour pouvoir échanger avec alors, peut-être pas avec chacun sur un groupe de 2600 personnes, mais avoir ces échanges est important. C'est combien de pour moi. roadshows? C'est 15 étapes qui sont 15 étapes. dans tous les cantons où on est présent. Tous les ans? On a fait un premier il y a 15 mois, on en fait le deuxième aujourd'hui. On va décider sur cette base-là si on en fait un chaque année ou tous les 2 ans. C'est votre tour de Romandie. C'est un peu mon tour de Romandie, effectivement. Des étapes qui sont extrêmement intéressantes, qui demandent de l'énergie, qui m'apportent aussi beaucoup d'énergie. Ces échanges qui sont extrêmement importants pour moi. Comprendre ce qui se passe au sein de l'entreprise est essentiel. On peut avoir, dans le genre de poste que j'ai aujourd'hui, une tendance à s'éloigner un tout petit peu du terrain, finalement. Et mais en réalité, c'est dans le terrain qu'on réalise la mission de l'entreprise. Et pour moi, c'est essentiel d'avoir ce contact, de comprendre les préoccupations, de comprendre aussi d'entendre les messages qui sont envoyés par les collaboratrices et collaborateurs. Une part qui est essentielle pour moi. Je ne serais pas capable de diriger sans ce contact, clairement. Jacques Mauron, on va remonter un petit peu le temps. Les années 90, vous parliez de vos études à l'EPFL, et parallèlement, un hobby aussi, c'est le poker.
Oui. Une discipline considérée aujourd'hui comme un sport, suivi par de plus en plus de monde, mais qui nourrit encore parfois certains préjugés négatifs. Pourtant, elle fait appel à de multiples connaissances, des fonctions cognitives aussi. Il faut connaître ses probabilités par cœur pour vaincre son adversaire. Il faut bien saisir les joueurs autour de la table, savoir gérer aussi ses émotions, sa bankroll, son argent. Comment est née cette passion pour le poker? Vous avez l'air de bien connaître le poker. Un petit peu. Ouais, c'est un joueur, oui, vous êtes deux joueurs. Très bien. Non, je pense que alors déjà, c'est un loisir. J'aime bien ce côté ludique du poker. Mais pour moi, il y a aussi beaucoup d'enseignements dont on peut tirer du poker. Au poker, on a une partie de l'information. On n'a pas toute l'information qui est disponible. Finalement, dans une entreprise, c'est ça aussi. On prend des décisions avec une partie de l'information, avec des choses qu'on doit supposer à côté. Dans certains domaines, on va prendre des risques. Dans d'autres, on sera peut-être moins enclin à prendre des risques. Le poker, c'est beaucoup une question de risque aussi. Et puis, de comprendre ce qui se passe chez l'autre, finalement, c'est aussi essentiel. Et dans mon métier, c'est quelque chose qui est important aussi. Donc, dans ce sens-là, le poker m'apporte... Alors, j'ai malheureusement plus beaucoup de temps pour y jouer. Mais oui, il m'apporte aussi cette attention à l'autre, on dit au poker, on dit de rentrer dans la tête de l'autre, finalement comprendre comment il est en train de réfléchir. Ça permet aussi dans le monde professionnel de comprendre pourquoi telle et telle personne va réagir de telle et telle manière. Et puis oui, la notion de gérer un montant à disposition finalement, c'est ce qu'on fait en entreprise en permanence aussi. Donc moi, je tiens beaucoup de parallèles entre le monde du poker et le monde de l'entreprise. En même temps, clairement, pour moi, ça reste un jeu, ça reste un moment où je me détends finalement. Mais Vous avez quand même fini 16e au World Series of Poker à Las Vegas. Vous avez un souvenir de ce premier voyage à Vegas? Alors, oui, un joli souvenir. C'était pas le main event donc l'événement principal des championnats du monde. C'était un événement des championnats du monde. C'est un résultat dont je suis content, mais en même temps, c'est pas. J'ai beaucoup de jolis souvenirs au poker, aussi des jolis souvenirs avec des amis à qui j'ai pu partager cette passion pour ce jeu à un moment donné. Encore une fois, aujourd'hui, moins de temps pour le faire, mais une envie qui reste là aujourd'hui. Et à l'époque, si on prend l'exemple de Gaëlle Bowman, une grande joueuse française qui a appris le poker avec des amis en Australie alors qu'elle était là-bas pour ses études, finalement, elle en a fait son métier. Elle est parmi les meilleures joueuses au monde aujourd'hui. Vous, ça vous a traversé l'esprit à la fin de vos études de ne faire plus que ça? Non, clairement pas. Pour moi, ça reste un jeu, ça reste quelque chose à côté, un à côté sympathique. C'est aussi l'occasion de voyager un peu, de visiter des endroits auxquels je n'irais pas forcément si je jouais pas au poker. Mais non, ça reste, je garde le côté ludique, je garde pas du tout le côté de revenu là-dessus. Oui, il y a des gens qui en vivent. Je suis pas sûr d'avoir le niveau pour en vivre. Et puis en soi, c'est pas... Je pense que ce qui me dérangerait dans le poker, c'est la notion de... Qu'est-ce qu'on a fait à la fin de sa vie si on a fait du poker toute sa vie finalement? C'est un peu qu'est-ce que j'ai fait pour la planète? Je suis pas sûr que ça remplisse mon besoin par rapport à ça, clairement. Jacques Morand, groupe, et vous l'avez dit, c'est 2600 collaborateurs. On va faire un peu plus connaissance avec le groupe, puis on parlera de l'enjeu des énergies renouvelables, et on terminera brièvement par aborder la question européenne qui fait aussi l'actualité en ce moment. Groupe et précisons-le, c'est 80% propriété du canton de Fribourg. 2100 collaborateurs, oui, mais le chiffre d'affaires, c'était 923 millions de francs en 2022. Vous aurez passé le milliard en 2023? Oui, on a passé le milliard. Vous avez passé le milliard. Donc, vous vous êtes rapproché des SIG à Genève qui ont, eux, déjà dépassé le milliard en 2022. On évoquait Romand d'énergie un petit peu avant. 750 millions, ils sont un petit peu dessous. Vous produisez et vous distribuez du courant. Il y a un an, on s'inquiétait beaucoup d'une pénurie de courant. Cette année, on peut dire qu'on enregistre cette émission dans le courant du mois de février. Le risque est complètement écarté. Alors, on a une situation qui est nettement plus agréable pour notre approvisionnement énergétique. Ce qu'on a vécu l'hiver passé, c'est une situation de risque réellement qui
qui montre finalement notre dépendance en termes énergétiques. La Suisse importe 70% de son énergie. Je ne parle pas que d'électricité, mais sur l'ensemble de ses besoins d'énergie. Y compris pour les véhicules. Y compris pour les véhicules. Exactement. On a les produits pétroliers, le gaz, qui représentent les deux à peu près 60% des besoins énergétiques en Suisse. Et puis pour l'électricité, on importe de l'électricité pendant l'hiver. Parce qu'on n'en produit pas suffisamment en Suisse. On n'a pas suffisamment investi dans nos infrastructures dans les dernières années, dans les nouvelles infrastructures. On n'a pas pu investir. Et ce qui s'est passé l'hiver passé, sur l'électricité elle-même, on l'importe de deux pays en hiver. On l'importe de la France et de l'Allemagne. La France a connu un gros problème avec ses centrales nucléaires. La moitié des centrales nucléaires françaises étaient à l'arrêt. La France n'était plus capable d'exporter l'hiver passé. Et puis sur l'Allemagne produit une partie de son électricité à partir de gaz. Il s'avère qu'avec le conflit de Russie, en Ukraine, exactement, l'Allemagne importait à peu près la moitié de son gaz de Russie. La Russie a fermé le robinet du gaz déjà depuis 2021, une année avant le déclenchement même du conflit, et donc a placé l'Allemagne sous pression avec un risque sur l'ensemble de l'Europe sur l'approvisionnement en gaz. Le risque pour la Suisse, il s'est retrouvé sur la partie gaz elle-même, parce qu'on avait avant le conflit 40 à 45% du gaz en Suisse qui venait de Russie. Et puis sur la partie électricité elle-même, si l'Allemagne avait eu un problème d'approvisionnement en gaz à un moment donné, et on était proche, elle n'aurait pas produit de l'électricité avec son gaz pour l'exporter vers la Suisse. Elle l'aurait gardé pour elle, en clair, et on aurait pu vivre une situation de pénurie. On a eu de la chance l'hiver passé. On l'a évité, et cette année, on a aussi... plus de risques, on peut le dire maintenant. Cet hiver, on passe un hiver nettement plus serein. Les centrales nucléaires françaises sont en fonction. Les Européens ont mis très vite en place des solutions d'importation de gaz. Donc les réserves de gaz sont pleines. Les réserves de gaz sont pleines. Et donc, aujourd'hui, à mi-février, on peut le dire, on va passer un hiver tranquille. Alors, tranquille sur l'approvisionnement, mais quand même, les prix, eux, ont augmenté. Chez vous, cette année, c'est 28,9% de hausse. C'est une hausse inédite. Vous avez expliqué que voilà, vous n'avez fait que répercuter les coûts. 2025, vous avez déjà une idée de l'évolution? Ouais. Alors peut-être, effectivement, on a dû augmenter les tarifs de manière importante sur l'année 2024 chez Groupé. On les avait moins augmentés en 2023. Avec l'augmentation qu'on a fait en 2024, on se retrouve dans la moyenne suisse, finalement. C'est élevé, c'est des prix qui sont élevés, qui ont des conséquences sur nos entreprises, qui ont des conséquences sur les ménages aussi, qui sont importantes. La bonne nouvelle, c'est que dans le domaine de l'électricité, on n'est peut-être pas comme les assurances maladie, c'est-à-dire il n'y a pas qu'une direction dans l'évolution des prix. On peut s'attendre dans les prochaines années. Ça veut dire que 2025, on pourrait imaginer une baisse? Alors à quel moment ça se produira, c'est une question, c'est la bonne question, mais on peut s'attendre dans les prochaines années à une baisse des tarifs. Pour nous, on en saura plus d'ici le mois d'avril-mai, ça dépend de l'évolution des prix sur le marché, ça dépend. Chez Groupé, on est aussi très dépendant de l'hydraulicité, de la quantité d'eau qui rentre dans nos ouvrages. On a vécu en plus en 2022 une année catastrophique avec un quart de moins d'eau dans nos ouvrages. Pas plus assez, oui. Et donc, on a dû acheter cette énergie à des prix extrêmement élevés. Je précise quand même, quand on doit hausser les tarifs, pour l'ensemble des distributeurs, c'est la même chose. Il n'y a pas de marge supplémentaires qui sont réalisées par les distributeurs. C'est une répercussion des coûts qu'on observe sur le marché. Et la Suisse paye là sa dépendance finalement aux énergies importées. Certains politiciens cherchent des moyens de faire baisser ces prix, et un de ces moyens, ce serait de réduire la TVA. Certains élus IDC le proposent. Vous pensez que c'est une bonne idée ? Sincèrement, alors, je vais pas m'insérer dans le débat politique par rapport à ça. Pour poser autrement, si on baissait vraiment le taux de TVA, vous le répercuteriez complètement aux consommateurs? Clairement. Comment on le fait en permanence? Oui, de toute façon. Et en plus, on est dans un système qui est très régulé sur la fixation des prix pour les tarifs. Le marché est en partie ouvert, mais pour les particuliers, le marché est très régulé. Et là-dessus, on reporte les coûts, point. Donc, baisse de TVA signifierait effectivement baisse des prix de l'électricité. Mais aujourd'hui, on peut avoir aussi un espoir de baisse par rapport à ce qu'on voit sur le marché. Le prix auquel s'échange l'électricité pour les années suivantes, 2025, 2026, 2027, est bien en deçà de ce qu'on a pu observer pour 2024. Et donc, ça devrait signifier une certaine détente. Et la raison, c'est parce que les capacités de production reviennent, ou les investissements qui sont faits. Comme vous le disiez au début de l'émission, ça prend du temps, mais une fois que c'est là, ça produit pour longtemps. Oui, on est aussi plus dans cette situation très particulière qu'on a vécue l'hiver passé, avec cette partie du nucléaire français qui était arrêtée, les problématiques à l'est de l'Europe. N'empêche qu'on garde en Suisse une très forte dépendance en termes d'importation
situation et on n'est pas à l'abri d'une situation de nouveau tendue dans les années à venir. Donc c'est vraiment un souci pour nous d'augmenter les moyens de production en Suisse pour augmenter la sécurité d'approvisionnement. On va y revenir dans un instant. Dernière question sur on va dire, le modèle d'affaires. On l'a appris il y a peu de temps, mais à Genève, les SIG vont devoir rembourser 22 millions de francs de trop perçus. C'est un peu technique, mais c'est en lien avec la méthode de calcul des pertes de courant, parce qu'une partie du courant est perdue. La Cour des comptes à Genève a demandé de changer cette méthode, et donc ils vont devoir rendre de l'argent. Mais Christian Brunier, le patron des SIG, indiquait que d'autres électriciens, fournisseurs d'électricité, utilisent la même méthode. Est-ce que c'est votre cas ou vous vous sentez concerné par cette décision? Alors, je n'ai pas le détail de la manière dont ça se passe au sein des SIG. Ce que je peux dire chez Groupé, c'est que si on a des situations où on se rend compte que les pertes sont surestimées, on le rend au client dans les années suivantes. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même situation. Vous n'utilisez pas la méthode des SIG pour vos calculs de perte de courant? Il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a de la peine à savoir exactement quelle est la quantité d'énergie qui est consommée par nos clients chaque année. Ça peut paraître paradoxal, mais en réalité, on a un relevé de compteur qui se passe une fois par année. Et tant qu'on est dans cette situation-là, si je viens à relever chez vous une année le 7 novembre et l'année suivante le 11 novembre, quelle est la quantité qui a été consommée pendant une année exactement? Je ne le sais pas. Et ça vaut pour l'ensemble des clients. Il n'y a pas un compteur intelligent qui vous informe Alors, on est en train d'installer les compteurs intelligents. Chez Groupé, on en a déjà installé 20 000. On va en installer 50 à 60 000 par année dans les années à venir pour avoir l'entier de notre clientèle qui soit compté. Et à ce moment-là, on arrivera à être beaucoup plus précis sur l'évolution des pertes. Aujourd'hui, encore une fois, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde dans l'évolution si elles ont été surestimées ou sous-estimées, parce que sur le long terme, on arrive à l'estimer. Et si on est dans une situation où elles ont été surestimées, alors on rend de toute façon ces montants aux clients. D'accord. On a compris que vous êtes a priori pas concerné par ce qui s'est arrivé, pas ce qui est passé à Genève. Parlons énergie renouvelable et vos efforts dans le photovoltaïque en particulier. Vous avez inauguré l'an passé un parc solaire à Cornaud, ça c'est dans le canton de Neuchâtel. D'ailleurs, le canton et la ville de Neuchâtel sont aussi actionnaires de Groupe. Et quelles sont les prochaines étapes pour vous dans ce domaine du photovoltaïque? Alors, on assiste à un boom dans le domaine du photovoltaïque qui est très réjouissant. Groupé, en plus, on est fiers d'avoir le réseau en Suisse qui accueille le plus d'installations photovoltaïques. On a plus de 20 000 installations photovoltaïques aujourd'hui. Il y en avait moins de 5 il y a 15 ans de cela. C'est nos clients qui le font. Alors, on se veut facilitateur par rapport à ça. On a aussi une partie installation où on réalise ces installations. Mais on a eu un boom, clairement. On a installé l'année passée pour une puissance de 100 mégawatts. Alors, pour se donner l'idée, c'est plus que la puissance de notre plus grande centrale, qui est la centrale qui turbine les eaux du lac de la Gruyère. Les nouvelles installations photovoltaïques l'année passée, en puissance, c'est plus que cette quantité-là. C'est 4 fois plus que ce qu'on observait jusqu'à il y a 3-4 ans. Donc, une explosion dans le domaine du photovoltaïque. C'est une très bonne nouvelle, ça va dans la bonne direction. Il faut voir aussi que si on veut décarboner la Suisse, le photovoltaïque prend la part la plus importante pour remplacer les énergies fossiles par de l'énergie renouvelable. Un particulier aujourd'hui qui commande une installation et qui se la fait livrer cette année, il est rentable au bout de combien de temps avec son installation? Alors dans la situation actuelle, avec des tarifs qui sont élevés sur le prix du marché, on arrive à une rentabilisation entre 5 et 12 ans à peu près, ce qui est très court. En réalité, son installation, elle va produire pendant 20, 30, 40 ans. Donc ça veut dire que derrière, c'est ce qu'on appelle la golden end, c'est une situation où on profite finalement de cette installation. Si les prix baissent un tout petit peu, ça va être sur des temps un tout petit peu plus longs. Il y a aussi beaucoup de discussions sur les prix de reprise qui devraient être fixés à terme par la Confédération, qui seront possiblement plus bas à terme. Ça reste une très bonne affaire aujourd'hui d'investir dans le photovoltaïque. Ça inclut le recyclage? Alors, le recyclage aujourd'hui, non. Enfin, aujourd'hui, on a très peu de filières développées dans le recyclage. Pourquoi ? Parce qu'on a très peu d'installations qui arrivent en fin de vie. On a aujourd'hui des estimations sur un taux de recyclage qui serait extrêmement important, de l'ordre de 95% des matériaux qui sont utilisés. Donc, c'est réjouissant. Maintenant, la manière dont ça se passera, c'est difficile parce que les filières n'ont pas de raison d'être en place aujourd'hui. Il n'y a pas encore de photovoltaïque qui arrive en fin de vie. Bonne surprise aussi, c'est qu'on s'attendait à des panneaux photovoltaïques qui aient des durées de vie de l'ordre de 20 ans, il y a 20 ans à peu près. Aujourd'hui, on se rend compte qu'une installation, après 30, 40 ans, elle produit encore et très bien. C'est bien pour notre indépendance énergétique. Vous l'évoquiez tout à l'heure, dans notre mix énergétique, il y a aussi le nucléaire. Grand débat. Alors, normalement, on ne peut plus construire de centrales nucléaires en Suisse, mais certains aimeraient changer la décision du peuple prise il y a quelques années. Vous avez quel avis sur le nucléaire ? Alors, un avis très pragmatique. Aujourd'hui, on a du nucléaire qui couvre à peu près un tiers de nos besoins d'électricité en Suisse. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer, clairement. On a une situation, on n'a pas d'autre choix. On doit conserver les centrales nucléaires actuelles le plus longtemps possible, tant qu'elles sont sûres, finalement.
Par contre, il faut être conscient, on a en Suisse le plus vieux parc nucléaire en fonction au monde, parmi les pays qui utilisent le nucléaire pour la production d'électricité. Imaginez que le nucléaire est la solution pour le futur, c'est difficile pour moi, parce que on a des délais de construction, d'acceptation par le peuple déjà, puis de construction, de technologies qui ne sont pas encore tout à fait au point aujourd'hui sur des nouvelles générations, qui font qu'on n'arrivera pas à construire une centrale nucléaire en Suisse avant 2050. Sauf qu'avant 2050, on doit réaliser notre transition énergétique, on vise une décarbonation complète. Donc le nucléaire ne doit pas être un moyen de se dire un oreiller de paresse finalement pour ne pas investir dans le domaine du renouvelable. Aujourd'hui en Suisse, on a tout ce qu'il faut en termes d'eau, de soleil et de vent pour être indépendant sur l'ensemble de nos besoins en énergie. Ça ne veut pas dire d'être complètement autarque, on va continuer à échanger avec les pays autour de nous, mais on a tout ce qu'il faut avec de l'eau, du vent et du soleil. Ça dépend de nous. Investir dans ces infrastructures qui auront un impact nettement plus faible sur l'environnement que n'importe quelle autre infrastructure, c'est la solution vers laquelle on doit aller aujourd'hui. On ne doit pas freiner nos efforts dans le domaine en se disant oui, mais demain, on fera des centrales nucléaires qui permettront de s'en passer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et puis après, on pourra se poser la question, si un jour, on a vraiment du nucléaire qui est tellement propre qu'on peut se passer d'installations qu'on aurait installées aujourd'hui, pourquoi pas? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour répondre à tout ce problème, ce n'est pas la solution, on vous a compris. Dernière question dans cette deuxième partie. L'accord avec l'Union européenne qu'on pourrait négocier, ça fait partie du nouveau mandat de négociation en consultation mis en consultation par le Conseil fédéral. Simplement, comment est-ce qu'on peut expliquer l'importance de passer un tel accord avec l'UE? On vit aujourd'hui une situation un peu paradoxale. La Suisse, c'est le pays qui a créé les interconnexions au niveau européen. Dans les années 50, on a créé ces interconnexions avec l'Allemagne, avec la France. On a créé l'embryon de ce qui est finalement le réseau européen aujourd'hui. Il s'avère qu'avec les situations qu'on vit aujourd'hui en Europe, la Suisse est exclue des discussions qui ont lieu sur l'évolution du réseau, mais aussi sur sa planification. Des raisons politiques. Oui, clairement. Et aujourd'hui, l'Union européenne utilise à quelque part la partie électricité comme moyen de pression en disant à la Suisse, vous ne voulez pas être... Mais concrètement, en quoi ça nous touche? Alors, un exemple très simple. Aujourd'hui, Swissgrid, qui gère le réseau de très haute tension en Suisse, ne sait pas quels seront les échanges qui se passeront en Europe le lendemain. Et donc, subit complètement les échanges qui se passent, ce qui met en péril notre approvisionnement clairement. Aujourd'hui, on a de l'électricité qui passe à travers notre réseau sans qu'on puisse savoir à l'avance ce qui va se passer effectivement. On réagit finalement. Swissgrid réagit au fur et à mesure. Clairement, un jour, ça va nous poser un problème. On peut vivre un jour une situation de blackout, de coupure, parce qu'on n'a pas pu anticiper les conséquences. Donc, on a besoin d'un accord, en tout cas avec les pays qui nous entourent ou avec l'Union européenne, pour ces parties échanges à très haute tension. Après, sur les autres parties du mandat, il y a d'autres parties. On peut se poser la question sur le besoin de la Suisse. Mais sur cette partie très haute tension, on en a besoin clairement. Jacques Moron, pour conclure cette émission, quelques questions pour le cycliste que vous êtes. Votre col à vélo dans les montagnes suisses préféré, lequel est-il? Il y a beaucoup de très jolis cols dans les montagnes en Suisse. J'aimais beaucoup aller sur les grands cols, col de la Fourca, je dirais, dans les grands cols en Suisse. Un vélo électrique envisageable un jour ou ça reste à la force du mollet? Alors aujourd'hui, j'utilise un vélo électrique comme moyen de déplacement et je fais plus beaucoup de vélo aujourd'hui. Je fais un petit peu plus de course à pied. J'ai eu des problèmes de genoux avec le vélo, paradoxalement. Ah ouais. Et donc, je pratique de moins en moins. Je pratique pratiquement plus de cyclisme en tant que tel. Un champion cycliste inspirant, je préciserai, qui ne soit pas dopé, ce serait lequel? C'est compliqué, c'est difficile à en trouver. J'ai pas une idole en tant que telle en général. Donc je vais dire plutôt le coureur qui déjà est propre et qui est prêt à faire beaucoup pour s'améliorer dans son sport. Infrastructure pour terminer, en ville, le vélo mêlé aux autres moyens de transport ou séparé sur sa propre voie? Je pense qu'aujourd'hui, on doit trouver des solutions où on ait de la place pour tous et pas en excluant finalement un moyen de transport pour un autre. Merci Jacques Moron d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci Vincent. Rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. À bientôt. La vraie vie, c'est oser entreprendre.
B2B avec Groupe Mutuel.